En plein pays cathare, non loin d'Albi, Roumégus, un lieu qui se mérite. Un lieu devenu magique de par la rencontre et la volonté de deux personnages amoureux fous du fer. Christian Moretti et sa femme Martine Seri. L'un venu de Corse, l'autre de Normandie, bien décidés à relancer les métiers de la forge et en particulier le métier de ferron. Comment? En créant un centre de formation de ferron. Dans le métier du métal, il faut considérer deux aspects. Souvent, les gens mélangent les deux. Le premier aspect, c'est l'aspect de la métallurgie, c'est-à-dire l'artisan ramasse du minerai et fabrique un lingot de métal. Ça, c'est le ferron. Donc le ferron, c'est le métallurgiste, celui qui prend du minerai et qui en fait un lingot. Ensuite, son lingot, il va le vendre à un fèvre. Le fèvre, c'est celui qui, à partir de ce lingot, va fabriquer un objet. Donc dans la langue française, on a l'orfèvre qui est resté. Donc il y avait Fèvre d'Inandier, Fèvre... Fèvre coutelier, Fèvre d'Inandier, Fèvre taillandier, il y en avait énormément. Et donc, est-ce qu'on peut être à la fois ferron et fèvre? Ben, c'est notre cas. C'est ce qu'on transmet aussi à nos stagiaires parce que c'est important de savoir faire le métal quand on veut faire l'objet. Ça donne un regard et une appréciation du métal qui est très fine et qui a des exigences indispensables. Nous avons créé un diplôme de ferron, nous avons même déposé le terme ferron pour protéger nos stagiaires et créé une corporation renaissante qui va être la corporation des ferrons. Et donc ce terme est réservé aux stagiaires qui sortent de chez nous avec le diplôme de ferron. Toujours unique en Europe. Voilà qui paraît simple, mais il s'agit là d'une histoire et d'un choix de vie qui nous entraînent loin des sentiers battus. Nous sommes passés à côté de cette maison, c'était ça en 2000. Et quand on l'a rencontré, on a su que là, c'était chez nous. Voilà, on est passé ici même, là, il y a 11 ans maintenant. Bon, les bâtisses n'étaient pas dans cet état-là, tout était en ruine et je crois que le site nous attendait depuis 50 ans. Voilà, et donc on a passé d'abord 2 ou 3 ans à faire beaucoup de bétonnières, à remonter les murs, les toits. Et aujourd'hui, le centre fonctionne et chaque bâtiment a sa fonction bien précise. Dites-moi Martine, est-ce que tout ce qu'on voit qui est en fer ici a été fait par vous? Mais disons que c'est la famille, puisque c'est le fils de Christian qui a travaillé avec Christian, qui a réalisé ça 2 ou 3 ans après notre arrivée ici. Pour la partie dessin, j'ai pu collaborer parce que ça fait partie de ma formation de base, puisque j'étais plasticienne. Alors, le passage de votre formation de plasticienne au coup de foudre pour le minerai? Ben, je crois qu'à un moment donné, je suis tombée dans le chaudron. En rencontrant des amis qui étaient forgerons et qui m'ont fait comprendre à l'époque que la forge était vraiment en détresse. Ça, c'était dans les années 90. Et donc à ce moment-là, j'ai lâché l'éducation nationale et créé une association dont l'objectif était de développer les métiers de forge. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur les procédés anciens de fabrication de l'acier, la métallurgie ancienne. Et c'est ainsi qu'avec Christian, on s'est rencontrés. Eh bien, bonjour. Et bonjour. On vous souhaite la bienvenue dans le TAN et à la société Metallica. Et là, vous étiez en train de faire quoi? Là, on a démarré des cours qui ont démarré donc hier, puisque là, on a 5 jours de cours. On est sur les traitements thermiques pendant 5 jours. Donc, nous avons 8 élèves là actuellement pour pouvoir apprendre les traitements thermiques, c'est-à-dire les effets trempe, durcir l'acier. Voilà. Le chapeau, c'est un outil opérationnel. Parce qu'avec le peu de cheveux qui me restent sur la tête, vous savez, quand on forge, il y a des étincelles qui partent de partout. Alors donc c'est pour ça, on se protège avec le chapeau, et comme ça, on ne risque plus rien. Les stagiaires qui vont se confronter à l'épreuve de la trempe viennent de tous horizons, ont tous les profils. Je suis ancien directeur adjoint d'un centre de tri de la Poste. Et je suis retraité et je veux meubler mon temps libre à venir voilà, à la forge. Mais ils sont tous bien déterminés à réaliser leurs rêves. On ne dépasse pas les 300 degrés. Donc 3 phases, hein. Séchage de l'argile, cuisson de l'argile et montée en température de la pièce. De l'argile pour protéger l'acier. Parce que quand on monte en température, si ce n'est pas protégé par de l'argile, l'acier se décarbure. Donc on modifie la chimie de l'acier. Tu la cuis d'abord dessus à la flamme. Hein, tu la fais sécher d'abord l'argile. Tu navigues sur les flammes. Là, d'un côté, de l'autre.
Et une fois qu'elle est sèche, ça, tu regardes les bosses et tout, tu rectifies à la lime. Et après, tu la mets à l'envers dans la braise, le tranchant en haut et le dos en bas. Et après, tu la recouvres. Là, tu cuis l'argile, c'est la deuxième phase. Hein. Et puis après, tu mets de l'air et puis tu y vas. Voilà. Maintenant, tu es en phase finale. Alors, il faut éteindre les spots pour pouvoir juger la température de la lame. Donc maintenant, je veux vérifier la température. Je sors, je ne la lâche pas. Hein. Voilà, je commence à être en température, mais je ne suis pas très chaud. Donc je garde encore sur cette position-là. Bon, là on est bon, autrement on va être trop en température. Allez, maintenant, vas-y, ferme l'air maintenant, ferme l'air. Voilà, vas-y, voilà, trempe droit. Vas-y, parfait. Voilà, parfait. Le résultat, c'est quand on va polir la pièce et on va s'apercevoir de l'effet trempe. C'est surtout ça qui fait le résultat. C'est-à-dire si elle est belle, la trempe, si elle a un bel aspect, si elle a une dureté convenable, on va dire que c'est bien fait. Pas avant ça. Là, pour l'acier bien trempé. Voilà, c'est de l'acier bien trempé. Et c'est surtout une passion, c'est une passion. Ouais. C'est difficilement explicable si vous n'essayez pas. C'est-à-dire que mettez-vous face à un feu avec une pièce de métal dedans et transformez la pièce de métal sur une enclume avec un marteau et ensuite faites la trempe, faites tout ça pour avoir un objet fini à la fin. C'est une sensation, mais c'est difficile à décrire. Hein. Et ne nous privons pas du plaisir de voir travailler le maître lui-même. Bon, on va essayer de forger une lame là. Hein, oui. Je vais d'abord chauffer. On va attendre un peu que ça chauffe quand même, parce que c'est froid. Vous savez, chaque personne a tendance à aller dans l'autonomie. L'autonomie et l'indépendance. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer une ferme qui fabrique donc son blé, son pain, mais on pourrait imaginer aussi dans une ferme fabriquer son fer pour faire par exemple des outils agricoles. Ben, avant les familles c'était tout comme ça, toutes les fermes étaient comme ça. Faire un bon fer, un bon acier, c'est quelque chose de magnifique. On va d'abord forger la pointe. Voilà, là c'est bon. La température est bonne. Hein? Ah ben, on l'entend. Surtout, il ne faut pas être marginal. Il y a des expositions, il y a des revues, il y a la télévision, il y a Internet maintenant. Vous avez Internet qui diffuse sur le monde entier ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Vous voyez que toutes ces panoplies-là offrent une disposition assez facile pour les futurs artisans ou les jeunes pour s'ouvrir dans le monde. Voilà, la pointe est finie. Maintenant, on va faire le bord tranchant d'un couteau. J'ai eu des maîtres japonais, dont un trésor national vivant, qui m'a transmis énormément de questions, ainsi que d'abord les parents, qui m'ont transmis énormément de choses. Ensuite, d'autres maîtres, j'ai eu 4 ou 5 maîtres d'apprentissage, en France et en Europe. Voilà, alors là on fait le tranchant. Eh bien, moi je peux prouver que j'ai vécu de mon artisanat, je suis pas loin de la retraite, j'ai eu 3 enfants, et donc j'ai pu construire, j'ai pu investir. Donc ça prouve que ce métier de ferron est possible de vivre. Et puis bon, j'ai eu aussi des aides de la Fondation Bettencourt aussi, qui m'a donné aussi une envie d'aller un peu plus loin dans la formation. Donc ça fait que, voilà, donc j'accélère même la position d'enseignement et formation. Vous parlez de votre retraite, vous plaisantez là? Oui, non, mais la retraite sur papier. Voilà, hein, la retraite elle est que sur papier. Quant au prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, Dame Guiraud, réalisé à partir de minerais sur la terre cathare, elle se trouve ici, dans ce petit musée. Donc voilà, c'est une canne épée de marche. Il faut savoir que quand cette pièce a été démarrée, sur la table, nous avions un tas de minerais de fer, un tas de minerais de cuivre et un tas de minerais de zinc. Et que 4 mois après, nous avions la canne épée. Donc on est parti de 3 tas de cailloux. Ces 3 tas de cailloux, on les a d'abord transformés en métal, c'est-à-dire d'une part en acier pour toute la partie métal d'acier, et d'autre part en auricalque pour toute la partie des métaux jaunes, donc qu'on a élaboré dans des creusets à partir de minerais de cuivre et minerais de zinc. Donc voilà Dame Guiraud. Alors le katana qui est là est aussi une pièce de très grande qualité, qui a été remarquée par les Japonais et qui l'ont reconnu comme une des grandes pièces actuelles de l'art japonais.
Il faut savoir que c'est au moment de la trempe que le katana prend sa courbe. Le katana est rectiligne et la trempe sélective qui est mise en place fait qu'au bout du compte, les grains de fer du tranchant qui sont trempés et de la dorsale qui n'est pas trempée n'ont plus le même volume à l'arrivée. Et donc cela crée naturellement, au moment de la trempe, cette courbe. Donc on ne sait jamais quelle courbe va avoir un katana. On peut tout faire quand on est forgeron, même être appelé par des musiciens pour faire des cordes qui permettent d'autres sonorités. Il s'est avéré que les musiciens nous demandent maintenant un certain timbre, une certaine sonorité des cordes, qu'ils n'ont pas avec le laiton industriel ou l'acier industriel. Ces cordes, on les fait passer, ça s'appelle dans des filières. Les filières, ce sont des trous légèrement coniques et calibrés. C'est-à-dire on met le fil d'un côté et on tire avec une pince qui est là et on tire le fil ou à la main ou avec un levier et on tire le fil, on le calibre. Et chaque fois on enlève 5 centièmes, voire jusqu'à 1/10 de son diamètre. Vous voyez, le fond de la note est beaucoup plus profonde. Il y a du moelleux dans la note. L'arbre qui est derrière, c'est un grand chêne. Et donc au-dessus, vous avez des drapeaux qui sont des drapeaux tibétains. Les mantras, les textes qui sont écrits sur les drapeaux, font partir dans les éléments, c'est-à-dire dans le vent, la pluie, etc., des souhaits favorables, pour qu'il n'y ait pas de déviation d'utilisation du fer. Le fer est un métal qui est ambigu, puisque le fer, c'est l'outil, donc c'est très important, ça a présidé au développement humain. Mais c'est aussi l'arme, et donc quand un ferron fabrique du fer, ou quand un forgeron l'élabore en outil, il faut qu'il sache ce qu'il fait, il faut qu'il soit conscient de ce qu'il est en train de faire. Conscient de ce qu'il est en train de faire, certes, mais il faut aussi faire confiance à l'avenir, si on l'en croit. On a ici des miroirs. Alors ce miroir-ci est un miroir d'airain. C'était des miroirs qui étaient utilisés pour voyager dans le temps, c'est-à-dire retrouver le passé ou découvrir le futur. Vous lisez l'avenir quelquefois dans... Je commence à m'y exercer. Et là, qu'est-ce que vous lisez? On lit l'avenir de l'humanité. Alors? Mais forcément, ça sera beau. Et on y croit dur comme fer, parole de Ferron.